بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, de retour avec vous avec une nouvelle vidéo concernant l'atelier de virtualisation. Donc on a déjà travaillé sur deux ateliers, ou bien deux vidéos. La première elle a été consacrée à l'installation du serveur VMware XI. Donc la deuxième vidéo, bien sûr, on a travaillé sur la gestion à distance de ce serveur. Donc on a fait une vue d'ensemble sur l'interface de gestion vSphere Web Client. Et aujourd'hui, bien sûr, ça sera la troisième vidéo concernant l'implémentation du stockage SAN, c'est-à-dire Storage Area Network. Donc j'en profite premièrement pour vous souhaiter bien sûr bonne année, Sana Saïda 1440, الله يدخل عليكم بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله ونجاح حياتكم العملية إن شاء الله بحول الله. Donc je vais donner une explication sur la vidéo numéro 3. Comme j'ai dit, ce sera consacré à l'implémentation du stockage. Donc concernant la vidéo numéro 3, je vais donner une explication d'abord de la baie de stockage, parce que notre vidéo elle sera consacrée à l'implémentation ou bien à l'installation ou bien à la gestion de cette baie de stockage. Donc il faut savoir c'est quoi une baie de stockage. Donc j'ai choisi une photo ici qui vous montre bien sûr une baie de stockage. Donc c'est quoi une baie de stockage? Eh bien tout simplement ce sont des armoires sur lesquelles vous trouvez un ensemble de disques qui sont normalement regroupés dans des tiroirs. Donc l'avantage bien sûr d'avoir une baie de stockage bien sûr c'est d'avoir normalement la possibilité de répartir les données sur plusieurs disques. Donc la baie de stockage elle est équipée également de contrôleurs, d'un ensemble de contrôleurs qui va vous permettre bien sûr de connecter votre baie de stockage au serveur et d'autres périphériques bien sûr. Il y a également le processeur pour le traitement des données et une suite logicielle. Donc chaque baie de stockage il est doté d'une suite logicielle. Pourquoi? Bien tout simplement pour avoir la possibilité de gérer les disques normalement que compose bien sûr cette baie de stockage. Donc ça c'est en général ce qu'on appelle une baie de stockage. Si vous voulez, on peut un peu décortiquer bien sûr une petite baie de stockage, comme vous voyez ici. Donc ça c'est une baie de stockage, mini baie de stockage si vous voulez dire. Donc vous avez ici un tiroir de disque, voilà, c'est ce qu'on appelle le tiroir de disque. Donc vous avez la possibilité de retirer un disque ou bien de le brancher bien sûr facilement. Donc parmi les avantages de la baie de stockage bien sûr c'est la facilité d'administration, c'est-à-dire lorsque un disque dur normalement tombe en panne, vous pouvez le retirer à chaud, c'est-à-dire sans avoir la possibilité d'arrêter les machines ou bien d'avoir une rupture de votre service. Donc voilà, donc on a parlé du tiroir du disque. Donc ici, si vous voulez, ce sont des voyants qui vous montrent bien sûr le statut de votre disque. Donc si le disque bien sûr il est en panne par exemple, donc vous aurez par exemple un voyant orange. S'il est en marche bien sûr, vous aurez un voyant vert par exemple. Donc voilà. Donc vous aurez également des ports qui vont vous permettre bien sûr de se connecter bien sûr aux autres périphériques, c'est-à-dire les périphériques qui auront besoin d'accéder aux données qui se trouvent sur la baie de stockage. Donc par exemple ici pour cette baie de stockage vous avez 4 ports 1 GB et 2 ports également supplémentaires de 10 GB. Et bien sûr vous aurez besoin normalement d'une prise d'alimentation bien sûr. Donc tout cela bien sûr, ça ne suffit pas bien sûr, il faut avoir une suite logicielle qui va vous permettre bien sûr de gérer cette baie de stockage, c'est-à-dire une interface facile à gérer, etc. Donc regardez ici, ça c'est un exemple d'une interface web qui va vous permettre bien sûr de gérer tous les disques qui se trouvent bien sûr sur votre baie de stockage. Donc ça c'est en général bien sûr, ou bien si vous voulez, une vue d'ensemble sur les baies de stockage. Donc voilà. Donc sur lequel on travaille depuis les débuts, depuis la vidéo numéro 1. Donc ce qu'on va faire bien sûr, donc déjà on a un serveur XI, donc on a déjà installé bien sûr sur la première vidéo. Donc ce serveur est doté de 4 réseaux, ce qu'on appelle les VMNIC, Virtual Machine Network Interconnection. 2 cartes réseau bien sûr ils sont reliés bien sûr au réseau privé, et les 2 cartes réseau qui restent bien sûr seront reliées bien sûr à notre réseau
de stockage, ce qu'on appelle le Storage Area Network. Donc on va brancher les deux cartes réseau qui restent bien sûr sur le switch qui se trouve sur le réseau SAN. Donc vous aurez également besoin d'une machine de gestion, c'est-à-dire la machine sur laquelle on va gérer notre baie de stockage. Bien sûr on aura besoin, comme j'ai dit, à une suite une suite de logiciels. Donc voilà, la machine également elle sera branchée au switch et on aura besoin d'une baie de stockage. Voilà. Donc sur cette baie de stockage, au niveau de l'atelier, on va ajouter à peu près 8 disques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on va brancher 8 disques bien sûr sur notre baie de stockage. Et bien sûr notre baie de stockage il sera relié également à notre switch. Donc voilà, donc on va relier la baie de stockage à notre switch. Donc pour notre atelier, on va choisir une suite de logiciels bien sûr, ou bien une distribution open source qui va nous permettre bien sûr de gérer le stockage. C'est une distribution spécifique qui va vous permettre bien sûr de gérer la baie de stockage, c'est ce qu'on appelle bien sûr le Open Filer. Il y a également d'autres distributions que vous pouvez utiliser comme le FreeNAS également. Mais moi j'ai choisi bien sûr l'Open Filer qui va nous permettre bien sûr de gérer cette baie de stockage. Donc ça c'est en général ce qu'on va faire bien sûr dans la vidéo numéro 3. Donc la baie de stockage sera dotée bien sûr d'une adresse IP 172.16.1.100 et bien sûr la machine de gestion on va lui donner 172.16.1.50. Donc je crois qu'on va commencer notre travail. Donc la première étape ça sera quoi? Ce sera l'installation d'Open Filer, de la distribution Open Filer. Et sur cette machine bien sûr on va ajouter, comme j'ai dit bien sûr, 8 disques. Donc on commence notre travail. Donc on va lancer le VMware et bien sûr je vais commencer bien sûr à créer une machine virtuelle. C'est l'occasion pour les personnes qui ne savent pas bien sûr la création d'une machine virtuelle, c'est l'occasion de le savoir. Donc on va faire next. Voilà, I will install the operating system later. Donc next. Donc je vais choisir bien sûr Linux et je vais choisir par exemple Adder Linux 2.6x kernel. Voilà, donc on va faire next. Donc cette machine je vais l'appeler par exemple baie de stockage. Je vais la placer bien sûr sur le dossier de notre atelier bien sûr, à savoir la virtualisation. Voilà, atelier de virtualisation. Donc ici je vais créer un dossier pour cette machine virtuelle et je vais l'appeler également baie de stockage. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va faire next. Donc pour le disque dur, le premier disque dur bien sûr, on va lui choisir 80 Go bien sûr. Next. Donc finish. Voilà. Donc pour l'instant qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit bien sûr, notre baie de stockage sera équipée de 8 disques bien sûr. Donc on a déjà un disque dur bien sûr sur lequel on va installer notre système, à savoir le système Open Filer, et on va ajouter de plus normalement 8 disques. Donc on va faire le travail, donc on va faire DM, setting, bien sûr ça sera des disques virtuels, et on va cliquer sur add, voilà. Et on va ajouter des disques durs virtuels. Donc chaque disque bien sûr on va lui donner comme taille par exemple 100 Go. Voilà. Donc on va faire l'opération 8 fois. Voilà, finish. Ça c'est le premier disque. On va ajouter un autre. Voilà. Voilà. Donc chacun 100 Go. Et voilà. Un autre, numéro 6, donc ça c'est le troisième, voilà, 100, et un quatrième, voilà, toujours 100 Go.
Donc maintenant on a créé 5, donc il nous reste 3. Voilà, je clique sur OK. Donc j'arrête la vidéo jusqu'à ce que le ventilateur soit éteint. Bon, on continue. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté 8 disques, normalement chacun 100 Go. Donc je vais maintenant insérer l'image ISO, hein. Donc l'image ISO bien sûr de la distribution OpenFileLab. Donc on va cliquer ici. Donc on va faire browse et je vais chercher bien sûr l'image ISO qui concerne bien sûr l'OpenFileLab. Voilà l'OpenFileLab et je vais ouvrir. Voilà. Donc on va faire OK. Voilà, il ne reste bien sûr que démarrer notre machine virtuelle pour commencer l'installation de notre OpenFileLab. Donc on va se faire Power on this virtual machine. Donc ici vous tapez directement Entrée pour commencer l'installation. Donc on attend que les étapes d'installation commencent. Bien sûr on va installer notre système à travers l'interface graphique. Donc pour les personnes bien sûr qui sont habituées bien sûr à travailler avec Linux, donc ça sera très facile bien sûr. Bon, voilà, donc on va appuyer sur Next. Donc on va choisir bien sûr la langue, donc French. On va remonter un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc on va faire Next encore une fois. Donc il va vous demander bien sûr, il va vous dire tout simplement qu'on va normalement créer de nouvelles partitions. Donc on a besoin normalement d'initialiser les disques. Donc vous faites normalement Yes. Donc vous allez faire Yes plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on a presque normalement 9 disques. Donc on va faire Yes, Yes jusqu'à ce qu'on arrive bien sûr. Donc regardez ici, vous avez plusieurs disques. Vous avez le SDA, le SDB, le SDC. Donc je vais expliquer un peu en bref. SD ça veut dire qu'il s'agit normalement d'un disque SCSI. Donc la lettre A ou bien la lettre B ou bien la lettre C, donc ça vous dit normalement, elle interprète bien sûr le positionnement du disque. Donc A ça veut dire le premier disque, B ça veut dire le deuxième disque, et C ça veut dire le troisième disque. Donc pour notre système on va l'installer sur le premier disque, donc j'ai besoin normalement de décocher les autres disques. Donc on va décocher tous les disques, à savoir les 8 disques qu'on a ajoutés. Et on va laisser un seul disque, à savoir le disque SDA. SDA ça veut dire un disque SCSI, le premier disque SCSI si vous voulez, de votre machine. Donc bien sûr, après la lettre A ou bien B ou bien C, elle vient normalement le chiffre 1, 2, 3. Ça désigne bien sûr le numéro de la partition. On va voir ça bien sûr lorsqu'on terminera bien sûr l'installation de ce système, à savoir le OpenFileLab. Donc j'ai décoché bien sûr tous les disques et je n'ai laissé que le disque SDA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système il sera normalement
placé dans le premier disque SCSI de cette machine. Donc on va choisir cette option, à savoir la suppression de toutes les partitions. On va laisser normalement notre système qu'il fasse normalement le partitionnement par défaut. Donc on va faire Next. Donc on va faire Yes, ça veut dire qu'on va supprimer toute partition s'il existe, bien sûr. Donc on va faire Yes encore une fois. Et voilà. Donc pour l'instant, on ne va pas configurer la carte réseau, on va laisser le service TACP par défaut, et par la suite, lorsqu'on terminera l'installation, je vais choisir bien sûr à configurer la carte réseau d'une manière statique. Donc on va choisir le positionnement, à savoir Casablanca, et ici on va insérer le mot de passe de la machine. Je m'excuse, je vais répondre au téléphone s'il vous plaît. Bon, on continue, je m'excuse. Donc, comme j'ai dit bien sûr, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a inséré normalement le mot de passe de l'administrateur. L'administrateur au niveau Linux s'appelle le root. Donc, j'ai inséré le mot de passe, j'ai confirmé le mot de passe, et je vais faire Next. Voilà. Donc, on va faire Next encore une fois, et l'installation, bien sûr, de votre système commence. Donc, je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit complète, bien sûr. Donc, à tout à l'heure. Bon, de retour, donc notre système a été installé, donc on a besoin de redémarrer la machine, donc on va cliquer sur Reboot. Donc la machine va redémarrer, et voilà notre système, il est prêt à être utilisé. Donc nous avons une baie de stockage avec un logiciel, à savoir l'OpenFiler, qui va nous permettre bien sûr de gérer tous ces disques bien sûr. Bon, notre système, il est démarré, donc on va insérer le compte root, c'est-à-dire le compte d'administrateur, le mot de passe qu'on a choisi pour cette machine. Voilà, donc on a accédé normalement à cette baie de stockage, ou bien si vous voulez à cette machine OpenFiler. Donc si vous voulez voir les disques bien sûr, à travers la ligne de commande bien sûr, donc on peut utiliser la commande sfdisk-s. Donc pour les personnes qui utilisent bien sûr Linux, donc ça sera facile comme j'ai dit. Donc pour les personnes qui n'utilisent pas Linux bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc parce qu'on va gérer normalement notre baie de stockage à travers une interface web, c'est-à-dire à travers l'interface graphique. Donc regardez ici, vous avez normalement les disques que vous avez sur votre machine. Si vous comptez, vous allez trouver 9 disques. Le premier disque, vous bien sûr, c'est le /dev/str. Notre système a été installé sur ce disque. Les autres disques, bien sûr, sont inutilisables pour l'instant. Donc si vous voulez voir les partitions créées au niveau du premier disque, donc il suffit de faire la commande fdisk -l, c'est-à-dire pour lister /dev/sdr, c'est-à-dire notre premier disque SCSI. Donc voilà, comme vous voyez bien sûr, notre disque il est composé de 3 partitions. La première partition pour les fichiers root, la deuxième partition sur laquelle se trouve le système, et la troisième partition, ça concerne normalement la mémoire virtuelle, à savoir le swap. Bon, tout ça bien sûr c'est entre parenthèses, donc on n'a pas besoin. Donc c'est juste pour vous faire savoir normalement qu'on travaille sur une machine comme une machine Linux, comme le Red Hat, comme Debian, comme Ubuntu, c'est la même chose bien sûr. La seule chose bien sûr, il s'agit d'une distribution spécifique pour la gestion du stockage. Donc voilà, donc je peux faire de ce que je... Donc bien sûr cette machine sera concernée et sera connectée pardon, à une machine de gestion. Donc on a besoin de configurer cette machine avec une adresse IP. Donc on a choisi pour cette machine 172.16.1.100. Donc on va procéder normalement à la configuration de la carte réseau. Donc pour faire bien sûr vous faites vi/etc/sysconfig/network script ifcfg, voilà,
Ethernet 0. Pourquoi Ethernet 0? Bien tout simplement, c'est le nom de notre carte réseau Ethernet. Donc on va faire entrer. Donc pardon, donc il y a un problème ici. Donc on va pas. Voilà. Donc peut-être que j'ai fait normalement. Voilà. Ethernet 0. Voilà. Et non pas. Donc voilà. Entrer. Donc comme vous voyez pour l'instant, donc j'ai normalement device Ethernet 0, boot proto c'est DHCP, donc on ne va pas utiliser le DHCP, pourquoi? Parce qu'on n'a pas un serveur DHCP tout simplement. Donc on va configurer notre carte réseau d'une manière statique. Donc ça c'est l'adresse MAC de votre carte réseau, et on va ajouter IP adresse. Voilà, on va faire égal 172.16.1.100. Ça c'est l'adresse IP qu'on a choisi pour cette machine. Donc il nous reste bien sûr le net masque, c'est-à-dire le masque sous réseau de votre carte réseau. Donc qu'est-ce qu'on va faire normalement? 205.205.0, c'est-à-dire /24. Voilà. Donc pour enregistrer les modifications au niveau de ce fichier, donc vous faites échappe, 2 points de véhiculant, un point d'exclamation pour sortir. Donc ça c'est l'enregistrement du fichier. Si vous voulez voir le fichier encore une fois, donc au lieu de VI, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la commande cat. Donc la commande cat, ça vous permet bien sûr d'afficher le contenu d'un fichier. Donc regardez, c'est le contenu d'un fichier. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va faire un petit redémarrage bien sûr pour le service, pour que le service normalement network ou bien le service réseau soit redémarré. Donc reboot. Voilà, on attend que la machine soit redémarrée. Donc on va attendre, on va faire entrer. Voilà, votre système redémarre. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres logiciels ou bien d'autres suites logicielles pour la gestion du stockage. Donc si vous ne maîtrisez pas bien sûr OpenFiler, ou bien vous ne maîtrisez pas les commandes Linux, donc vous pouvez utiliser un autre suite logiciel tel que StarWind par exemple pour votre atelier. Donc c'est un logiciel, bien c'est une application payante. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé l'OpenFiler, c'est open source, c'est gratuit. Voilà, donc comme vous voyez sur l'écran, vous avez 172.16.1.100 avec le port 446. Voilà, notre machine elle est prête. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste bien sûr d'avoir une machine de gestion qui va nous permettre de gérer ce stockage ou bien ces disques qui se trouvent sur cette baie de stockage d'une manière plus facile à travers une interface graphique ou bien une interface web. Donc j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin d'une machine cliente. Donc on va lancer une machine cliente si vous voulez. Donc voilà, donc je vais rentrer bien sûr à l'atelier de virtualisation. Je vais lancer par exemple une machine Windows 10, pourquoi pas. Voilà. On lance la machine Windows 10. Voilà, notre machine est prête à être démarrée. Regardez ici, donc la machine Linux ou bien la machine OpenFiler, donc je vais la connecter à un autre switch qui concerne bien sûr le réseau SAN. Donc comme j'ai dit, ma machine OpenFiler, je vais la connecter à un switch qui se trouve sur le réseau SAN. Donc je vais choisir un switch virtuel. Donc par exemple ici, au niveau de votre carte réseau, vous faites Setting. Et je vais choisir un switch virtuel, autre que le switch bien sûr où sont branchées les machines qui se trouvent sur le réseau privé. Donc ici je vais choisir par exemple VMnet 3. VMnet ça veut dire Virtual Machine Network. Donc je vais choisir VMnet 3, donc je vais faire OK. Voilà, donc ma machine, ou bien ma baie de stockage pour l'instant, elle est connectée sur le switch VMnet 3. Également la machine Windows 10 qui va servir comme machine de gestion. Donc je vais la connecter également à ce réseau virtuel, à savoir VMnet ou bien à ce switch virtuel VMnet 3. Donc comme ça, voilà, VMnet 3. Maintenant, les deux machines, à savoir la machine de gestion et la baie de stockage, ils sont connectés sur le même switch.
Donc on peut les connecter facilement. Donc voilà. Donc maintenant je démarre la machine virtuelle, à savoir la machine Windows 10. Et bien sûr je vais lui donner également une adresse IP, hein, pour qu'elle puisse bien sûr communiquer avec notre machine, à savoir la veille de stockage. Et je vais lui donner comme adresse IP 172.16.1.50. Donc dès maintenant bien sûr on va gérer notre baie de stockage à travers l'interface web. Donc première chose, on va connecter les deux machines, on va faire le test de communication à travers la commande pig, et après on va utiliser un navigateur internet sur lequel on va se connecter à la baie de stockage. Voilà, donc j'accède à cette machine. Donc on attend que la machine soit démarrée. Voilà, donc on va pas rapidement, on va faire un cpa.cpl. Voilà, pour configurer bien sûr la carte réseau avec une adresse IP du même réseau que la veille de stockage. Donc la carte Ethernet 0, on va faire un bouton droit, on va cliquer sur propriété. Donc ça vous le connaissez déjà. Et on va donner une adresse IP. Donc l'adresse qu'on va donner 172.16.1.50. Le masque sur le réseau. Et voilà. Donc maintenant on va tester la communication. Donc on va faire CMD. On va faire un ping vers quoi? 172.16.1.5. Donc comme vous voyez, il y a de la communication entre la baie de stockage et la machine cliente. On peut faire le ping également, hein, de l'autre côté, sur le sens inverse, c'est-à-dire à partir d'OpenFiler. Donc j'accepte. Voilà, et je peux faire un ping vers 172.16.1.50. Donc regardez, comme vous voyez ici, donc il y a des paquets qui sont envoyés bien sûr à la machine Windows 10. Donc on va faire CTRL-C pour arrêter les paquets transmis. Donc voilà, donc je me déplace vers la machine cliente. Donc maintenant je peux me connecter à la baie de stockage. Donc je vais utiliser Mozilla Firefox comme étant un navigateur internet. Voilà. Et on va donc rien importer. Voilà, donc on va faire suivant. Donc au niveau de la baie de stockage, donc regardez, je vais faire exit. Voilà, pour sortir. Donc on doit insérer cette adresse que vous voyez sur votre écran. Voilà. C'est-à-dire le 172.16.1.100, hein, 2.446 comme port. Donc HTTPS, n'oubliez pas HTTPS. Voilà. Donc je vais agrandir. Voilà, donc je vais faire HTTPS. Pardon, HTTPS 2 points. Voilà, on va faire 172.16.1.100 2.446 et voilà, j'appuie sur donc un problème de certificat. Donc je vais cliquer sur je comprends les risques, on ajoute l'exception. Donc voilà, je confirme l'exception et voilà, on va accéder bien sûr à notre baie de stockage, à l'interface qui va nous permettre bien sûr d'accéder à la baie de stockage. Donc ici, par défaut, vous trouvez OpenFiler comme nom d'utilisateur. Voilà. Et au niveau du password, le mot de passe par défaut c'est password. Et bien sûr, par la suite, vous pouvez bien sûr changer votre mot de passe. Il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc voilà, nous sommes sur l'interface bien sûr de gestion Open File. Donc directement je vais me diriger vers le menu que vous avez ici, système, volume, cluster, etc. Donc je vais cliquer sur volume. Donc, tout simplement pour l'instant je vais voir normalement la liste des disques bien sûr que j'ai sur l'Open File. Donc ici je vais cliquer sur bloc device, donc pour voir les disques que j'ai sur ma baie de stockage et de pouvoir les gérer par la suite. Voilà, regardez, tous les disques qu'on a ajoutés sur la baie de stockage, ils sont affichés ici. Donc comme j'ai dit bien sûr, /dev/sda, c'est le disque sur lequel on a installé bien sûr notre système. Si vous voulez voir les partitions, les voilà. Donc SDA1, SDA2 et SDA3, trois partitions qui sont créées. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Le reste des disques bien sûr, ils sont inutilisables pour l'instant. Donc on va créer une partition sur chaque disque bien sûr. Mais les partitions qu'on va créer, ils vont être normalement de type RAID. Je vais expliquer par la suite le RAID. Voilà, donc on va créer des partitions sur chaque disque. Donc je vais pour l'instant créer 4 partitions, ou bien sûr 4 disques. Donc je vais cliquer pour l'instant sur /dev/sdb, c'est-à-dire notre deuxième disque SCSI. Donc SDB ça veut dire notre deuxième disque SCSI. Donc je vais, voilà, regardez le type de partition que je vais créer. Je vais créer un membre du RAID. Et je vais expliquer le RAID par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc, et je vais cliquer sur Create, c'est-à-dire on va créer la partition. Donc ça demande un peu de temps. Voilà, notre première page. Je reviens à bloc device. Regardez, la partition s'appelle /dev/sdb1, c'est-à-dire première partition du deuxième disque SCSI. Donc ici, vous pouvez voir bien sûr la partition qu'on a créée. Je ferme. La même chose pour le deuxième disque. Pour le troisième disque, pardon. C'est le SDC, troisième disque SCSI sur notre baie de stockage. La même chose. Le type RAID. Et on va cliquer sur Create. Pour rappel, nous sommes en train de préparer la baie de stockage qui va nous servir comme étant un stockage commun entre les serveurs PXI. Bloc de device, encore une fois. SDD, SDC, maintenant c'est le SDD. Donc c'est notre quatrième disque de la baie de stockage. De la même façon, donc on va choisir en tant que membre de la technologie RAID. Voilà, et on crée. Donc je vais ajouter un seul disque et je m'arrête pour vous expliquer bien sûr c'est quoi le RAID, Redundant Array Independent Disk. Donc cinquième disque SDE. De la même façon. Je m'excuse pour le bruit du ventilateur.
Bon voilà, j'ai créé 4 partitions sur 4 disques jusqu'à SDE. Voilà, comme vous voyez ici, vous pouvez voir les partitions sur chacun des disques. Donc maintenant je vais expliquer c'est quoi le RAID. Voilà. Donc le RAID c'est une technologie, tout simplement, qui vous permet bien sûr de répartir les données sur plusieurs disques. C'est-à-dire, vous avez plusieurs disques sur votre baie de stockage, vous voulez voir normalement ces disques comme étant un seul disque dur logique. Donc, comme vous voyez ici, vous avez plusieurs disques sur plusieurs tiroirs. Donc, voilà. Donc, il faut voir normalement, il faut avoir la possibilité de répartir les données sur ces disques. Donc, on utilise ce qu'on appelle la technologie Redundant Array of Independent Disks. Donc, premier objectif, c'est de répartir bien sûr les données sur plusieurs disques. Donc, comme vous voyez ici, donc il y a plusieurs disques sur lesquels on va répartir les données comme si tous ces disques sont comme un seul disque dur logique. Donc, l'objectif normalement de cette opération, ou bien de cette technologie bien sûr, c'est l'augmentation des performances au niveau de la vitesse de transfert de données depuis et vers les disques durs. Également, la tolérance de panne. Qu'est-ce que ça veut dire la tolérance de panne? Eh bien, tout simplement la possibilité de récupérer les données, même si l'un des disques, bien sûr, est tombé en panne. Donc, voilà. Et également, il y a la possibilité d'une souplesse d'administration. C'est-à-dire, si l'un des disques durs est tombé en panne, vous pouvez le retirer à chaud, sans avoir une rupture de service, et d'une manière très facile, bien sûr. Il suffit tout simplement de retirer le tiroir et de remplacer votre disque dur en toute simplicité. Donc, voilà. Donc, au niveau de cette technologie, bien sûr, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de RAID. Donc, je vais commencer. Donc, on ne va pas normalement traiter tous les types de RAID. Donc, on va traiter ceux qui sont utilisés le plus. Donc, il y a le RAID 0. Donc, par exemple, ici, vous avez deux disques durs et vous avez une donnée. Et bien, cette donnée sera normalement stockée sur les deux disques durs, bien sûr, d'une manière proportionnelle. Donc, regardez ici. Donc, la donnée sera divisée en deux blocs, bien sûr, à la même taille, bien sûr, et seront stockés sur les deux disques. Donc, bien sûr, ici, il n'y a pas de tolérance de panne. Si l'un des disques, bien sûr, tombe en panne, ça veut dire qu'on va perdre la moitié des données. Mais l'avantage normalement de cette technologie, c'est d'avoir une vitesse de transfert de données depuis et vers les disques durs, bien sûr, très importante. Donc ça, c'est le RAID 0. Il y a le RAID 1, ce qu'on appelle bien sûr le RAID miroir. Le premier, également, on peut l'appeler, ça veut dire le RAID 0, on peut l'appeler par exemple disque agrégé par bande. Donc, comme j'ai dit, le RAID 0, on l'appelle également et le RAID 1, on l'appelle également disque miroir. Donc, au niveau du RAID 1, ce qu'on appelle disque miroir, donc vous avez des données et ces données seront normalement répliquées sur les deux disques. Donc, vous avez une copie qui est stockée sur le premier disque et une autre copie qui est stockée sur le deuxième disque. Donc ici, si l'un des disques bien sûr tombe en panne, donc on a la possibilité de récupérer les données de l'autre disque. Bien sûr, c'est pas forcément deux disques toujours. Donc vous pouvez normalement faire sur le RAID 1 autant de disques que vous voulez, bien sûr. Donc voilà. Donc ici, vous avez seulement la possibilité d'avoir la tolérance de panne. Au niveau des performances, il n'y a aucune augmentation des performances, bien sûr. Donc le troisième type, à savoir le RAID 5, donc c'est le type sur lequel vous allez bénéficier de deux avantages, à savoir la vitesse de transfert de données et également la tolérance de panne. Au niveau de RAID 5, il faut au moins avoir 3 disques. Il faut au moins avoir 3 disques. Donc supposons par exemple on a 3 disques et qu'on veut stocker une certaine donnée. Donc cette donnée elle est en binaire, elle est présentée ici en binaire pour vous expliquer bien sûr le principe ou bien comment ça fonctionne le RAID 5. Donc une partie des données seront stockées sur le premier disque et l'autre partie sur le deuxième disque et le troisième disque ce sera le disque de parité, c'est-à-dire on va calculer la parité entre les valeurs qu'on a stockées bien sûr au niveau du disque 1 et disque 2. Donc
comment on va faire calculer cette parité? Bien, tout simplement, on applique la fonction XOR ou bien ce qu'on appelle le OU exclusif. C'est quoi le OU exclusif? À chaque fois que vous aurez deux bits de la même valeur, bien sûr, le résultat c'est 0. Et à chaque fois que vous aurez deux bits avec deux valeurs différentes, vous aurez 1. Donc, comme ça, vous aurez comme parité 1, 2, 0, 1. Donc, cette parité sera stockée sur le troisième disque. C'est pourquoi on l'appelle normalement disque de parité. Donc, maintenant, si l'un des disques tombe en panne, supposons le disque qui se trouve au milieu, il est tombé en panne. Donc, la donnée perdue, c'est quoi? C'est le 1100. Donc, comment récupérer cette donnée? Donc, on va utiliser le même principe, c'est-à-dire la fonction XOR entre les données qui restent sur le premier disque et le troisième disque. Et vous aurez bien sûr la donnée perdue. Et voilà, comme ça, on peut récupérer bien sûr les données perdues. C'est ce qu'on appelle bien sûr le RED. Donc maintenant, on va revenir à notre atelier, puisque j'ai expliqué bien sûr c'est quoi le RED. Donc, automatiquement, je vais cliquer sur Software RED pour pouvoir bien sûr créer notre RED, à savoir le RED 5. Bon voilà, nous sommes sur le software RED. Donc le type de RED qu'on va utiliser c'est le RED 5. Regardez ici, je vais choisir le RED 5 pour qu'on puisse bénéficier des autres avantages bien sûr, la tolérance de panne et l'augmentation de performance. Regardez ici, ce sont les partitions qu'on a créées, donc les partitions membres RED qu'on a créées, donc et je vais ajouter, voilà. Donc tous ces disques, à savoir les 4 disques, vont être normalement apparaître comme un seul disque dur logique, comme un seul disque dur logique, voilà. Donc vous avez le SDV1, le SDC1, le SDD1 et le SDE1. En fin de compte, tous ces disques vont être considérés comme un seul disque. Regardez, ils sont devenus quoi? /dev /md0. Donc on va les voir comme étant une seule unité de stockage bien sûr. Donc maintenant la phase qui suit bien sûr c'est la création d'un groupe de volume. Ça c'est propre à Linux. Donc on va créer un groupe de volume. Donc voilà, on va cocher et on va donner un nom à ce volume ou bien à ce groupe de volume. Donc groupe, voilà, volume 1. Voilà. Donc on ajoute. Donc comme j'ai dit bien sûr, il y a deux types de SAN, Storage Area Network, c'est-à-dire des réseaux spécialement réservé au stockage. Donc il y a le SAN FC et le SAN SCSI. Le SAN FC, ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement le SAN en utilisant la fibre channel, c'est-à-dire la fibre optique. Donc ici on aura besoin des cartes réseau spécifiques, ce qu'on appelle les HBA, et on aura besoin également d'un switch FC, c'est-à-dire un switch fibre channel. Donc nous on n'a pas de la fibre optique, donc on va utiliser ce qu'on appelle le eSCSI. Le eSCSI c'est un protocole de stockage sur un réseau IP. Donc ici on aura besoin d'une carte réseau Ethernet qu'on utilise couramment, et on a besoin également d'un switch Ethernet tout simplement. Donc je vais pour l'instant activer le service SCSI, c'est-à-dire je dois démarrer ce service, et comme je dis bien sûr le eSCSI c'est un protocole de gestion de stockage à distance, sur réseau IP. Donc on va faire une nouvelle, c'est-à-dire on active et on va faire start pour démarrer. Donc on revient à volume pour ajouter bien sûr des volumes de type SCSI. Donc on va cliquer sur add volume pour ajouter des volumes SCSI comme j'ai dit, qui vont faire l'objet des cibles auxquelles on va faire appel depuis les serveurs EXI. Donc notre premier volume, on va l'appeler par exemple target 1. Voilà. Donc on va choisir 100 000 mégas, presque normalement 100 gigas,
Et ici vous choisissez quoi? Bloc esquisse. Donc bloc esquisse. Donc comme j'ai dit, ils vont faire l'objet normalement des cibles auxquelles on va faire appel auprès ou bien depuis des serveurs XI. Donc on va créer une autre cible. Donc on va faire add volume encore une fois. Donc on crée une autre cible rapidement. Donc target, c'est pas une cible mais tout simplement des volumes qui vont faire l'objet d'une cible. Donc ici voilà, donc on va choisir par exemple 150 000. Voilà, c'est l'équivalent de 150 Go. Voilà, et on va cliquer sur Create. Voilà, maintenant vous avez deux volumes. Donc on va utiliser ces deux volumes par la suite. Donc on va cliquer maintenant sur Esquisse Target pour créer les cibles. Donc on va cliquer ici sur Add. Voilà. Et le mapping. Et on va mapper normalement les deux targets qu'on a créés. Hein? Voilà. La première et la deuxième. Voilà. Maintenant, on a deux cibles hein, avec un ID 0 et 1. Donc, ces cibles, par la suite, on va faire un appel à ces cibles normalement depuis le serveur XI qu'on a installé dans la première vidéo. Donc, il nous reste bien sûr une chose à faire, c'est de autoriser le réseau privé normalement à accéder à ces cibles. Bon, comme j'ai dit, donc ici on va ajouter le réseau qu'on va autoriser à accéder aux données qui se trouvent sur la baie de stockage. Donc pardon, ici je dois mettre normalement le nom du réseau. Par exemple, on va choisir network 1. Donc ici on va faire normalement l'adresse du réseau privé et ici le masque sous réseau. Donc on va choisir /24, c'est-à-dire 255.255.255.0 et on va cliquer sur update. Voilà, donc le réseau a été ajouté. Donc il suffit maintenant de l'autoriser à accéder bien sûr aux données qui se trouvent. Donc on va cliquer sur volume encore une fois et on va accéder à Esquisse Target. Et ici vous avez normalement Network ACL, Access. Voilà. Donc ici regardez Network 1, donc on va l'autoriser. Donc on va faire Hello et on va cliquer sur Update. Voilà. Voilà. Donc maintenant, le réseau privé il est autorisé d'accéder aux données de la baie de stockage. Donc je crois que c'est la fin de la vidéo. Donc on va pas faire pour l'instant normalement l'appel à ces cibles bien sûr depuis le serveur XI parce qu'on a besoin de faire la mise en réseau sur le serveur XI. Ça sera le sujet de la vidéo qui va suivre bien sûr, à savoir la vidéo numéro 4. Donc je vous souhaite une bonne année encore une fois. سنة هجرية سعيدة وعلى بروشين إن شاء الله بحول الله.